Comme je l'explique dans le livre, j'ai rapidement constaté des dysfonctionnements préalablement identifiés par ma hiérarchie. Ma mission, confiée par mes supérieurs, était de faire cesser ces comportements non professionnels, non déontologiques, voire illégaux, ancrés depuis bien longtemps. Dès ma prise de fonction à la tête d'une brigade et sans aucun détour, la brigade m'a dit « Ici, c'est le chef qui s'adapte au moule et non le moule qui s'adapte au chef ». C'est dans ce climat délétère et sans soutien hiérarchique que j'ai refusé de dénoncer nominativement mes collègues. J'étais déjà mis en quarantaine, injurié, menacé, humilié. Pour ne citer que cet exemple, lors d'une convocation devant toute ma hiérarchie, ma capitaine, chef de mon service, textuellement m'a dit « Si vous quittez la brigade, vous baissez votre pantalon. » Et ce, en présence de ses collègues officiers. Vous imaginez bien l'humiliation que j'ai pu ressentir. Au cours de cette période, j'ai été témoin des premières violences policières illégitimes sur une personne menottée. Refusant les pratiques courantes de mes collègues, refusant d'endosser la responsabilité de faire régner l'ordre de ma hiérarchie malgré mes nombreuses alertes, je me suis retrouvé isolé, tout comme mes collègues. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé dus au malaise que je ressentais dans mon milieu professionnel. Et quel que soit le service où la hiérarchie m'affectait, ma réputation de non-suiveur faite par mes collègues me précédait. On refusait de me parler, on quittait la table au moment où j'arrivais pour manger, on m'a bousculé volontairement. À cette époque, j'ai même eu 2 pneus crevés. Du côté de ma hiérarchie, je subissais des refus successifs pour des formations professionnelles ou des stages. J'ai été placardisé, sans poste de travail, aux plaintes, puis aux fourrières. Ma dernière affectation sur le terrain a été un tournant dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Une nouvelle fois, j'ai constaté des violences illégitimes que j'ai décrites dans le livre. Les plus violentes, à mon sens, sont celles dont j'ai été témoin sur un mineur recevant des coups de pied dans les hanches et des coups au visage. Puis, c'est le 27 janvier 2018, alors que j'interpellais un autre mineur suspecté d'un vol, j'étais moi-même percuté par un fonctionnaire de police, le même qui m'avait bousculé auparavant. Par derrière, j'ai été déséquilibré et j'ai reçu des coups de poing en même temps que le mineur. J'ai donc décidé de rendre compte par écrit, nominativement. Une première enquête interne concluait en l'existence de l'agression dont j'étais victime. Ma déclaration était corroborée par celle du mineur interpellé. L'IGPN, mandaté par le parquet, a mené, me semble-t-il, une enquête à charge, car curieusement, alors que je dénonce depuis tant d'années des violences illégitimes sur les usagers, je suis accusé de dénonciation calomnieuse, dénonciation mensongère et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. J'ai compris alors que ma hiérarchie ne souhaitait faire la lumière sur les dysfonctionnements relatés. S'en est suivi un procès au tribunal correctionnel sans l'acceptation de la protection fonctionnelle, car accordée par la hiérarchie. J'avais bien des soutiens, mais qui, par peur de représailles, ne voulaient pas témoigner. J'encourais 6 mois de prison avec sursis, 3 ans sans pouvoir exercer, une obligation de soins et 5 000 € de dommages pour mon agresseur. Je vous laisse imaginer le choc vécu en famille. J'ai été relaxé, soulagement de courte durée, car le parquet a immédiatement annoncé faire appel. En appel, la justice a désavoué le parquet, l'IGPN, en me relaxant une seconde fois. Pour finir, l'administration me place en disponibilité d'office. 2 jours après, perte de 2 tiers de mon salaire. Aucun répit. Plus de cotisation retraite. En plus, rétroaction appliquée, on me demande aujourd'hui de rembourser 13 000 €. Le pouvoir de la hiérarchie me fait penser à une guillotine. Cette verticalité qui peut décider de votre sort malgré la vérité.
lorsque nous parlons de suicide dans la police, l'agent n'existe plus, le problème n'existe plus. Et nous n'évoquons pas le harcèlement. Les personnes encore en place ne semblent pas être inquiétées. Au départ, je suis rentré dans la police pour l'honnêteté, le courage, les valeurs en fait, de respect, d'honneur et de loyauté. Et au bout de quelques années, une toute autre musique en fait, est remontée à mes oreilles. Donc, je vais citer des phrases types que tous les fonctionnaires connaissent, je pense. Les premières phrases qui m'ont perturbé en fait, dans la police, c'est « il n'y a pas de voleurs, il y a que des volés ». Donc pour moi, ça m'a perturbé cette phrase. Parce que ça veut dire que en fait, il n'y a que des volets, si on se fait voler nos affaires, on se fait sanctionner, mais on ne cherche pas le voleur. Dans la police, on ne cherche pas les voleurs de collègues. On n'écrit pas contre un collègue, ça aussi, cette phrase, je l'ai entendue des millions de fois. On lave son linge sale en famille, pour ne pas faire remonter les affaires, pour ne pas faire remonter les dysfonctionnements. Ce collègue, il faut faire attention, si tu vas à l'IGPN avec lui, ça va être compliqué, parce qu'il risque de ne pas tenir la pression et de lâcher. Ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Donc toutes ces phrases qui amènent comme un code d'honneur en fait, petit à petit dans chaque groupe, pour chaque fonctionnaire, si on ne le respecte pas, on risque d'être exclu, on est écarté et on peut quasiment plus faire partie de la famille police et on devient un paria, on est isolé, mis de côté. Donc on veut tellement faire partie de cette famille qu'on tolère ce code, mais qui va à l'encontre de nos valeurs, mais c'est juste pour être accepté. Et petit à petit, les années passent et à l'usage, on s'aperçoit que ce code d'honneur, il sert seulement aux mêmes personnes, toujours aux policiers malhonnêtes ou à la hiérarchie pour couvrir des choses, jamais pour le fonctionnaire qui fait son travail. Je me suis émancipé de ce code, mais par contre, je me suis rendu compte que de s'émanciper de ce code, qui n'était pas l'image de la police que j'imaginais, donc j'ai affirmé mes accords, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les problèmes que j'ai commencé à soulever, je suis devenu le problème en fait. J'ai subi 2 grosses agressions, rapprochées sous la menace d'un couteau à la gorge, par un fonctionnaire de mon service en tenue et devant d'autres fonctionnaires de police. Pourquoi? Parce que j'avais décidé en fait, de me comporter en policier avec des policiers. Et j'avais signalé à ces fonctionnaires que j'acceptais plus les dérives et que j'allais me comporter en policier. Alors cette loi du silence, elle est devenue inacceptable pour moi. C'est à partir du moment où je suis rentré à la brigade des mineurs et que mon collègue de bureau, j'ai travaillé 3 ans avec lui, président d'une association aux Philippines qui aide les enfants des rues à sortir de la prostitution et à les scolariser, en fait, a été soupçonné de corruption de mineurs. Ensuite, des échanges d'SMS, donc des preuves irréfutables qui existent, concrètes, ont été amenés par un jeune qui était victime à la brigade des mineurs et qui a fait remonter ça à son éducatrice et à son directeur de foyer, qui est venu se plaindre à la brigade des mineurs. Et la seule réaction de ma hiérarchie sur ces faits, elle a été de tout pour faire étouffer cette affaire, malgré les indices graves et concordants, qui permettaient, en fait, tous ces indices permettaient de mettre en examen ou au moins débuter une enquête pour n'importe quel citoyen lambda. Mais là, pour un policier, il ne se passe rien. Et pourtant, c'est l'ADN de notre brigade des mineurs, en fait. L'ADN de notre brigade, c'est de traquer, en fait, ces personnes. Et là, en interne, on en a un potentiel délinquant sexuel, et on ne fait rien, on laisse faire. C'était insupportable pour moi. Donc, j'ai tout fait pendant 6 mois pour qu'une enquête soit faite. Il ne s'est rien passé. J'ai dû me mettre en difficulté et prendre un avertissement pour qu'une enquête soit enfin diligentée contre ce fonctionnaire de police. Cette pugnacité pour obtenir cette enquête, ça a servi à reconnaître que ce fonctionnaire avait commis des fautes, et là il est mis en examen pour des faits graves, et il a été mis en détention provisoire pour le temps de l'instruction. Alors c'est un sujet ô combien politique, mais ô combien essentiel pour une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce qui est un questionnement dans ce livre, c'est le fonctionnement des forces chargées de la violence légitime, ça a été dit tout à l'heure. Pour ma part, j'ai découvert le métier de policier après une brève carrière militaire en 1979. Alors je vais vous faire grâce de mon témoignage, parce que ça risque d'être un peu long. Je suis donc le vieux, voire le Chibani, comme on dit dans les quartiers où j'exerce. Effectivement, après tout ce temps, je reste toujours aussi passionné par cette mission du service public que je crois à la fois exigeante et captivante. Grâce à mon petit recul sur la profession, je peux aujourd'hui donc affirmer être capable, même si c'est un peu prétentieux, de pointer précisément
les différentes transitions qui ont conduit à créer un malaise extrêmement profond dans l'institution au travers de deux problèmes majeurs qui sont le type de management et la stratégie de fonctionnement. Pour ce qui concerne le management, sans juger de la qualité des managers actuels, il s'établit sur un corps de commissaires de police qui, d'une part, s'autocontrôle, ça a été évoqué, et d'autre part, a tenté d'adapter un système de gestion d'entreprise à un service public de sécurité. Vraisemblablement à l'instar de ce qui s'était pratiqué quelques années plus tôt à France Télécom devenue Orange. À noter d'ailleurs que les managers de cette entreprise, France Télécom de l'époque, ont fini par être condamnés, mais avec beaucoup de retard et sans que cela répare les dégâts causés, car déjà le stigmate essentiel du malaise était déjà posé au travers du désarroi des salariés et sa conséquence sur le taux de suicide. En somme, l'avidité, elle prime largement sur l'efficacité et l'efficience du service public. C'est ça qu'il faut retenir. Enfin, pour le corps de commissaires, qui correspond désormais à une minuscule élite, il est à la fois loin du terrain et proche du pouvoir exécutif, qui tient les carrières, ce qui là encore neutralise la parole technique au profit de la parole idéologique. À cet égard, je rappelle qu'un commissaire peut faire une carrière en 2 grades, sur environ 40 ans, ou, s'il sait se placer, peut obtenir 6 ou 7 grades. Autant vous dire que le choix de carrière dépend d'un certain nombre de critères d'obéissance. Cette dépendance, elle est néfaste. Elle conduit à obéir sans défendre la police elle-même, au travers de ses agents qui souffrent de 1000 maux dont on peut percevoir une esquisse dans ce livre. Enfin, si ce management reste sourd et aveugle aux préoccupations opérationnelles, il devrait être confronté au contre-pouvoir syndical, ce qui, pour une force de sécurité, est essentiel. Mais malheureusement, une fois encore, j'ai pu observer la lente agonie des syndicats de proposition autonome et l'émergence des syndicats clientélistes au travers des avancements et mutations, en totale osmose avec une administration bienveillante, et pour cause, elle n'a pas à se préoccuper des dossiers de fond, la déontologie, le malaise policier, les nouveaux enjeux de sécurité, etc., etc. En effet, à la suite de l'électrochoc constitué par les résultats de la présidentielle de 2002, que je suppose que vous vous souvenez, il est question alors de lutter contre la délinquance générale en impliquant, cette fois, l'ensemble de la police qui devra décliner son activité en chiffre d'affaires. Ce faisant, cette commande personne ne l'a vu venir, ça a transformé totalement l'activité et l'esprit d'une police, jusque-là évaluée à sa capacité de maintenir la paix civile. À la gestion d'entreprises simplistes, plus d'infractions doit conduire à plus de production d'affaires, est venue s'accouder l'idée d'une militarisation de la mission. J'en veux pour preuve le nombre de déclarations liées à la guerre contre la drogue, la délinquance, les migrants, et jusqu'à M. Valls, qui n'a pas hésité en son temps, lui, à y voir un ennemi de l'intérieur. Pour ma part, j'ai passé 30 années sur la voie publique quasiment, en tant qu'officier, dans différents services. Mais en parallèle, il y a très longtemps, en 1998, j'ai commencé à écrire sur les risques dans la police, parce qu'il m'avait semblé identifier des risques qui n'étaient pas pris en compte. On pensait que les policiers étaient tués majoritairement sur des braquages, par exemple. Et puis moi je m'apercevais, enfin il me semblait en lisant la presse, en ayant connaissance et en faisant un petit recensement, que finalement il y avait des accidents, que dans les accidents de voiture il y avait beaucoup de policiers tués, parce qu'on ne mettait pas les ceintures, parce qu'on n'avait pas les voitures qui étaient opérationnelles. À l'époque déjà j'avais donc écrit là-dessus, et puis ça n'a pas été pris en compte. Ensuite j'ai écrit sur les policiers morts en service. Ensuite j'ai écrit sur la prévention du suicide. Alors, sous des pseudonymes, hein, parce que écrire en sa qualité de policier et dénoncer, critiquer l'institution, ça a été évidemment très mal perçu. Donc, après avoir pris contact avec des chercheurs en sciences sociales, ils me donnaient l'opportunité d'être publié. Donc, j'ai écrit sur la prévention du suicide en 2008, en allant voir ce qui se passait ailleurs. Hein, j'ai pas la science infuse, mais en étudiant ce que faisait la recherche en sciences sociales, ce qui se faisait à l'étranger. Et puis, c'était toujours pas pris en compte. Et dernièrement, j'ai écrit aussi sur la déontologie, il y a quelques années, sur les violences policières et puis sur le contrôle de la police. Il y a effectivement beaucoup de souffrance chez des gens qui, en général,
sont entrés dans la police par vocation, par souci de bien faire leur travail, parce que ceux qui sont entrés parce qu'ils ont eu la lumière ou parce que par opportunisme, en général, ils ne sont pas tellement dérangés sur le fait que la police se fasse bien ou se fasse mal, mais ceux qui sont les plus concernés, finalement, ce sont souvent ceux qui sont le plus en souffrance. Et je pense qu'il faut que ça change. Alors après, on nous répond, régulièrement, on nous répond qu'il y a des choses qui sont mises en place, il y a des stages de management, il y a des numéros verts, il y a des plateformes de signalement, de choses comme ça. On s'aperçoit qu'on a toujours quasiment autant de suicides, malheureusement, chaque année. Alors heureusement, il y a des associations qui se mettent en place pour venir en aide, mais en tout cas au sein de l'institution, ça peine à se réformer. De fait, la police elle s'éloigne des attentes de la population. Ça a été dit, depuis la fin de la police de proximité en 2002, elle ne fait que réagir aux événements, aux faits divers ou aux coups de menton des gouvernements successifs. L'usage politique qui est fait de la police, la radicalisation médiatique des syndicats policiers et le carriérisme d'une grande partie de la hiérarchie, tous ces systèmes favorisent les dérives que nous dénonçons. Violence policière, racisme, sexisme, maltraitance. La liste est longue et vous en trouverez quelques éléments de choix dans ces témoignages. Les policiers, ils souffrent en silence de cette situation. Et la population, elle perd confiance en ces policiers. La perte de sens, pour les policiers, pour la population, elle est complètement partagée. Et le malaise policier se diffuse. Il y a urgence, car depuis 25 ans, c'est en moyenne 44 suicides de policiers par an. 1100 suicides en 25 ans. C'est la première cause de mortalité des policiers. Stéphane a beaucoup travaillé justement sur les causes, les accidents de la route, les décès suite à des braquages. Non, la première cause de mortalité des policiers de très loin, c'est le suicide. Mais ce chiffre-là de 1100 suicides en 25 ans, il cache une réalité bien plus profonde. Combien de tentatives? Combien d'arrêts maladie? Quelle durée? Combien de conduites addictives? Combien de stress post-traumatique? Et surtout, quel coût pour les finances publiques? Silence radio. Le bilan social du ministère de l'Intérieur, pourtant obligatoire par la loi chaque année, n'est plus publié. C'est simple, il n'est plus publié. Circuler, il n'y a rien à voir. Dans mon expérience particulière de lutte contre les trafics de stupéfiants, je peux aussi témoigner d'une autre absurdité. C'est la guerre aux drogues. Serge l'a développé, la rhétorique martiale, et en plus, il est modeste, il ne s'en est pas vanté, mais en 2007, il avait déjà transmis un rapport pour alerter le ministère de l'Intérieur sur ce sujet. 15 ans plus tard, le narratif policier continue de faire taire les problèmes et d'enjoliver les succès. Cette guerre aux drogues, elle justifie des politiques agressives qui font augmenter la criminalité. On coupe une tête, 2 repousses, comme l'hydra, qui est d'ailleurs sur le logo de la brigade des stupes. Oui. Résultat, cette guerre, elle use ses soldats. La consommation des mineurs augmente, les produits frelatés circulent, et les trafiquants prospèrent, dans une course au profit qui promeut les plus violents. Pas de parallèle avec la police sur ce sujet. Cette guerre, ce pilonnage de points de deal, ce harcèlement sans fin, favorise les comportements discriminatoires et stigmatise des quartiers entiers au détriment de la relation entre la population et sa police. J'ai eu la chance de prendre du recul par rapport à mon expérience professionnelle, au travers d'études, au travers de formations et autres. Et avec le recul, je n'arrive toujours pas à comprendre que vider l'océan à la petite cueillère soit une stratégie digne d'un service public. Le dire fort et clair dans ce livre, comme l'ont tous fait, chacun à notre niveau, tous les témoins, c'est clairement risquer des représailles. Je pense que notamment Jean-Marc ou Christophe l'ont très bien expliqué. Et c'est pour ça que solennellement on vous demande vraiment un soutien à tous, c'est-à-dire à tous, vous les députés qui nous représentez et qui nous recevez aujourd'hui, mais aussi la population, parce que la police, elle ne se fait pas toute seule. Il faut aussi compter sur la population
Et Serge en est un des meilleurs exemples, puisque sa qualité de travail, et là encore il ne s'en vante pas, mais il fait de la prévention de tentatives d'assassinat grâce à ces informations, et il ne peut répondre à sa mission de policier qu'en s'appuyant sur un maillage solide avec la population. On n'est pas ici pour régler des comptes, loin de là. C'est pour ça qu'on a anonymisé la plupart enfin, à part nous, on ne s'est pas anonymisé, mais on a anonymisé tous les noms qu'il y avait dedans pour protéger les policiers aussi, parce que l'objectif c'est pas de les mettre en porte-à-faux eux ou leur famille, parce que ça aussi c'est très difficile. Mais c'était pour nous de montrer par notre expérience, en l'incarnant, parce qu'on sait que finalement c'est en incarnant les choses qu'on arrive aussi à toucher les gens, de parler des choses concrètement, et d'essayer d'en tirer une analyse de tout ce qui se passe à droite ou à gauche. C'est toujours les mêmes ressorts, ce sont toujours les mêmes mécanismes qui se mettent en place, et par différentes personnes, alors que bien évidemment, je suppose qu'en école de commissaire ou d'officier, bon, on y est passé, on est trois ici à y être passé, on ne nous a pas donné le parfait manuel de comment est-ce qu'on va écraser ceux qui veulent parler. Et de ce fait, comme ce manuel n'existe pas, forcément, ça veut dire que c'est le système dans lequel on est, dans lequel on baigne, qui permet ces comportements-là, et ça se fait de la même manière partout. Sauf qu'en interne, on n'a pas la possibilité de parler, on n'a pas la possibilité de se défendre, on n'a pas la possibilité d'être suivi, et on n'a pas la possibilité de partir. Donc en fait, on est face qu'à des non-choix, de manière consciente ou inconsciente, et généralement, ça finit par des personnes qui sont en arrêt maladie pendant un certain temps, et puis jusqu'au suicide.